Bonjour, aujourd'hui une vidéo en partenariat commercial avec Thésée. Je fais plus beaucoup de partenariats commerciaux, sauf quand ça en vaut la peine. Ils m'ont envoyé quand même 16 cellules d'Edgine à tester en 314 ampères-heure, que vous allez voir dans cette vidéo. J'espère que le test sera satisfaisant. Ensuite, il y aura une vidéo sur le caisson Thésée avec le JK-BMS dedans, que je ferai avec les cellules d'Edgine et les cellules EVE, parce qu'il y aura une autre vidéo après sur les cellules EVE de la même capacité, je pense 300 et quelques ampères-heure. Donc ces trois vidéos sont en partenariat commercial et vont être à suivre normalement. Voilà, je fais très peu de partenariats commerciaux, c'est vraiment parce que l'offre est intéressante, le produit est intéressant, en tout cas il a une valeur pour moi. Parce que si c'est quelque chose que je ne peux pas revendre ou pas exploiter quelque part, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Puis bon, j'ai déjà fait dans le passé des partenariats avec eux, ça s'est plutôt bien passé. Il y a toujours des petits trucs, donc on va en parler, histoire de rester honnête sur le sujet. Alors la première chose qui m'a marqué, c'est que sur les cartons, quand on les reçoit, il n'y a rien d'écrit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est du lithium, il n'y a aucune. Toutes les logos officiels de transport de batteries au lithium ont été cachés par un scotch volontairement. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour Christo48, c'est le cas pour Christophe Liger de Enersol qui est en train de les installer aussi. La plupart des gens que je connais ont eu ça. J'ai posé la question au fournisseur. Et il m'a dit que c'était pas normal, que c'était certainement la faute du transporteur. Il m'a envoyé des photos du local. Je sais pas s'il faut y croire, mais c'est un peu embêtant parce que du coup, quand on commande une lampe, on est obligé d'avoir un truc de validation, une signature pour le livreur, sinon il vous la remet au lendemain ou alors il faut reprogrammer la livraison. Et là, le livreur, j'ai même pas eu d'informations réelles de livraison. Je me suis retrouvé un matin avec des caisses posées dans mon jardin. Il aurait pu se tromper de maison, il aurait pu, je sais pas. Des cartons, j'aurais pu imaginer que c'est autre chose et les laisser prendre l'eau, les laisser en plein cagnard. Oui, ça a été le cas pour le caisson comme pour les batteries. C'est un peu embêtant. C'est quand même une question de sécurité au niveau du transport. Donc bon. Avant de commencer la vidéo, réellement les tests, je voudrais remercier Christophe48 qui m'a aidé. En tout cas, on a échangé pas mal sur ces histoires de batterie, de tests batterie, de transport batterie. On a échangé là-dessus. On a échangé aussi sur le caisson qui sera en test. Et pareil pour Sebi de la chaîne Autonomie qui m'a aidé. On a échangé sur la partie protocole, communication avec Victron, des petites choses que je préférais voir avec lui avant de me prendre la tête sur l'application du JK-BMS. Donc je les remercie tous les deux dans cette vidéo directement. Peut-être que j'en reparlerai un peu plus tard au fil des tests. Et voilà, en avant pour les tests. Il y a des scotch. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dessous les scotch là. Apparemment, c'est du lithium qu'il y a dedans. Mais attendez un peu. Le livreur a laissé ça dans mon jardin. Ça aurait pu être n'importe quoi. Même pas de signature. Apparemment, lithium batterie. Ils sont dedans. Pour une fois. Nickel. Un kWh. Pour mon premier test, je vais utiliser une installation existante que je livre là. Vous avez peut-être déjà vu dans une petite vidéo de 2 minutes où je présente une grosse installation de 15 kVA en Victron. Je ferai vraiment une vidéo dessus, un peu plus appropriée pour présenter tout un tas de choses. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos même. Et pour cela, comme c'est un client qui a besoin du BMS 123 Smart que j'ai déjà testé depuis un petit moment et que je distribue d'ailleurs, eh ben, je vais commencer par ce BMS là, sur ce parc batterie, et je vais configurer pour me permettre de paramétrer l'installation et de régler le SS et faire tous les tests de charge et décharge que je veux sur cette planche technique. Et puis après, je passerai sur
sur un autre BMS, enfin sur un autre système. Donc dans un premier temps, je vais tout configurer comme si c'était pour chez le client, bon, avec la bonne capacité quand même, et avec des coupures pas trop basses pour voir un peu le comportement des onduleurs. Bon, mon but c'est de voir que l'installation fonctionne avant de la livrer. Alors j'installe toutes les cartes BMS, je les ai nettoyées avant. J'en ai une par cellule, il y en a une pour le début, une pour la fin. Et puis il y a des cartes intermédiaires. Et puis je mets des petits fils. Alors là, les fils sont grands parce que ça serait une très grosse batterie chez le client, donc je lui ai déjà prévu les fils à la bonne longueur. Donc là, ça fait des boucles. Ensuite, j'utilise l'application et je mets à jour le firmware du BMS. Je fais mes premiers contrôles. Et puis c'est parti pour la charge. Il n'y a pas de souci. On est à la fin de la décharge des batteries. On a les petits voyants rouges qui clignotent l'eau batterie. On est à 0%. On prend 5000 watts pour 47 volts. Les batteries sont assez basses, il reste une minute. On est à 2,94. C'est pas complètement bas, on pourrait descendre plus bas, mais c'est l'ESS et les réglages qui vont définir le moment où ça coupe. Vous voyez, 2,88 quand ça descend. À un moment donné, ça va couper. Hein. Une minute d'autonomie, pas trop déconner non plus. Il nous dit qu'on a consommé 299 ampères-heure dedans. Vous voyez, 300. Les batteries sont à 44 degrés et on est à 0%. Alors, le temps restant, c'est parce qu'il dans les réglages, je lui ai dit 303 ampères-heure, donc c'est normal qu'il nous donne 0% à 1 minute. Mais globalement, c'est vraiment le détail des cellules qui va le définir. Bon, effectivement, on voit que ça chauffe quand même pas mal, mais c'était aussi des jours de canicule. Hein. Il faisait 35 degrés dehors, refroidissement difficile. Mettez ça dans des locaux tempérés, s'il vous plaît. Avant de démonter, vu que le BMS il va chez mon client, il faut que je reparamètre 2-3 trucs. Je vais notamment remettre l'équilibrage en 3,5 volts. Là, il est en 3,6. Donc pour ça, il faut à nouveau que je bouge les petits interrupteurs ici. Donc on va avoir un rafraîchissement. Là, on a 3,4. Voilà, 3,5. Et il faut que je change la capacité. Vous voyez ? Donc ici, on va être normalement à 48 kWh. Je valide. Ça va faire changer le pourcentage, voilà, 10%. Et ça va repartir de plus belle quand il branchera sur ses batteries. Alors j'ai reçu un caisson TZ qui m'a permis d'installer les batteries avec un JKBMS et je vais pouvoir tester avec le JKBMS parce que lui aussi j'ai besoin de le tester. Alors on ne verra pas dans cette vidéo, on verra dans une autre vidéo. Alors la première charge et décharge que j'ai fait une charge à 3,55 volts et j'ai déchargé à 2,56, en tout cas pour la cellule la plus basse. Il y en a une qui est restée à 2,84. On voit déjà qu'il y a un écart entre les cellules malgré l'équilibrage, donc c'est le première charge, premier équilibrage. La décharge, je l'ai fait aux alentours de 5 kg, quasiment 5 kW. Ça fait quand même pas mal de courant. Hein. Vous voyez, on est entre 10h30 et 13h30. On est un peu plus de 3 heures. La température monte. Alors, on est passé de 25 degrés à 44 à peu près. Lorsque j'ai fait le test avec le JKBMS, on avait aussi des températures qui montaient, mais un peu moins qu'on était en intérieur. Mais comme je n'étais pas complètement satisfait du cycle de décharge sur ma maquette, la planche technique, je suis passé sur le JKBMS, sur la caisson que j'ai reçue, où on a aussi des relevés de température qui montent pas mal, mais c'est plus tempéré à l'intérieur, donc on est quand même plutôt un peu en dessous des 40 degrés. Alors ça, c'est les mesures des 3 sondes, des 2 ou 3 sondes qui est à l'intérieur du caisson, alors que les mesures sur le par cellule est un peu plus élevées. Les cycles de charge-décharge que j'ai faits sont un peu plus profonds. Donc là, on voit que je descends à 42 volts sur le pack avec 116 ampères de décharge, quand même pas mal. J'obtiens des courbes de pourcentage. Alors dans un premier temps, donc là c'est le BMV parce que j'ai mis un contrôleur batterie pour vérifier en plus du GKBMS et en plus du 1.2.3 Smart. Donc mon BMV, il est arrivé à 0% à 13h28. Le JKBMS est arrivé à 0% un peu plus loin, puis il a coupé encore plus tard. Et le 1.2.3 Smart était entre les deux. Alors c'est comme ça que je me suis rendu compte que je n'avais pas bien paramétré parfaitement le 1.2.3 Smart et le BMV. Donc je vais le corriger un petit peu plus tard. Mais déjà, je suis quand même correct. Parce que le 1.2.3 Smart, par défaut, il est sur la capacité utilisable. C'est comme ça qu'il est réglé.
Et le BMW aussi, enfin je l'avais réglé comme ça, j'avais réglé sur 290 ampères-heure à peu près, 300, à peine, presque 300 ampères-heure d'utilisable, donc le 0% est arrivé un peu plus tôt. Donc, mais déjà dans un premier temps, on voit que l'écart est correct. Hein. D'accord, on n'est pas trop déconnant entre les trois éléments de mesure. Alors j'avais besoin d'informations techniques, je suis allé sur le site de TZ pour voir un petit peu au niveau de ces batteries là, qui sont d'ailleurs à 69 € l'unité. J'ai regardé un petit peu les performances que je devais respecter pour la capacité. Donc on me dit de 2,5 à 3,65 volts. Au niveau de la charge et de la décharge, il préconise 0,5C, 0,5 fois la capacité. Donc il faut éviter de le dépasser, c'est standard. Donc ça fait presque 160, 156 peut-être, 157 ampères, pardon. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai pas vu de fiche technique. Je leur ai demandé, ils me l'ont pas envoyé. Donc j'ai cherché dans les différentes fiches des autres constructeurs. Donc je suis tombé sur EVE et CATL. Et en regardant un petit peu partout, donc là c'était les batteries 304 ampères-heure, j'ai cherché vraiment pas mal d'informations et ils sont tous sur des calculs en 0,5C. Ce ne sont pas des capacités qui sont faites pour 20 ampères par exemple de décharge. C'est des capacités annoncées pour une décharge en 2 heures. Certains même préconisent des décharges en 1 heure, mais bon, dans ce cas-là, ils affichent la capacité qu'il faut. Ça m'a permis de voir un peu leur protocole, les protocoles qu'ils utilisaient pour décharger. Alors, ils nous précisent que si on fait en 0,5C, il faudrait s'arrêter à 3,6 volts de charge pour la charge. Donc, il y a des protocoles de charge, des protocoles de décharge. Donc, moi, j'ai respecté ça. J'ai continué à comparer, vérifier en fonction des températures aussi. Donc au niveau des températures, j'étais bon. Je pouvais même, certaines batteries, je pouvais les charger à une fois à 314 ampères jusqu'à 80% à 45 degrés. Puis après, il fallait réduire à 0,5. J'ai tout fait à 0,5. Pourquoi j'ai cherché ces infos? C'est parce que Sebi de Nomi me disait non, mais les performances, il faut les faire à 20 ou 40 ampères. Non, je pense que ça, c'est la capacité de charge et de décharge des appareils qu'utilisent Christophe 48 et Off-Grid Garage. Comme ils font 20 ou 40 ampères, suivant le modèle, il les décharge comme ça ou il les charge comme ça. Mais non, dans les caractéristiques techniques, ils disent bien qu'on peut les décharger en 0,5C. Donc c'est ce que je fais pour vérifier la capacité. Je m'attends bien à ce que si j'avais fait à 20 ampères, j'aurais eu quelques ampères-heure en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je suis sur un système Victron, je me suis installé sur le VRM, j'ai connecté le caisson avec le JKBMS, on en parlera peut-être un peu plus quand je ferai la vidéo sur le caisson. Et puis donc je peux relever toutes les courbes sur le VRM, on voit qu'on a des températures qui montent presque à 44 degrés. On a les courbes du soleil qui ne sont pas des cloches parce que quand je décharge, je coupe les panneaux solaires et quand je recharge, je les remets. Donc il y a des périodes dans la journée où je fais ça. Donc j'ai fait plusieurs jours de charge-décharge. J'ai eu des pics de température. J'ai eu des moments d'équilibrage. Alors ça, c'est avec le 1, 2, 3 Smart paramétré à l'ancienne, entre guillemets, avec une capacité utile. Donc j'ai eu des moments d'équilibrage qui ont duré quand même un petit peu, des moments de nuit, puis des moments de jour où j'ai rechargé. Donc on a eu des variations de température, on a eu des décharges à des puissances différentes, 4 kg, 5 kg. Enfin, j'en ai fait quelques-unes pour voir s'il y avait des variabilités. J'ai eu des courbes tension-courant assez caractéristiques. Je ne sais pas si on va zoomer dessus. En gros, ma première charge, je l'ai fait à 3,5 volts et j'ai déchargé à 2,9. La deuxième, j'ai chargé à 3,6. J'ai déchargé à 2,8. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de capacité. Quand on zoome un peu sur les courbes, on voit qu'il y a un décrochage tension-courant. La tension, c'est le bleu, le courant, c'est l'orange. Quand on est capable d'avoir une tension qui monte avec un courant qui baisse, c'est qu'on est sur la fin de charge. On est proche de la fin. Et vous voyez, ça ne met pas beaucoup de temps à arriver à la fin. Et pour la décharge, c'est le contraire. Quand on a un courant qui augmente avec une tension qui baisse brutalement, on est sur la fin de la décharge. Et ce sont des repères qui permettent de savoir, même sans l'affichage du pourcentage, on sait que c'est ça. Concernant les équilibrages, j'ai quand même fait attention à bien équilibrer à 3,6, 3,63 volts, avec des écarts assez faibles. Ça a mis du temps à équilibrer, quand même. D'origine, ça met quand même pas mal de temps. Là, on est avec le JKBMS.
j'ai des cellules qui sont pas identiques. Il y a des petits écarts. À la charge et à la décharge, c'est pas les mêmes cellules qui ont un écart. Il y en a, c'est logique, il y en a, ça ne l'est pas. Il y a toujours un petit peu les mêmes qui ont cet écart. On est entre 0,1 et 0,19 volts d'écart, c'est quand même un petit peu élevé. On voit que les cellules qui étaient au maximum de tension à la charge ne sont pas les mêmes ni à la décharge ni à la charge. Enfin, elles sont plus là. Donc il y a un certain déséquilibrage de construction. Lorsque j'ai fait le premier test avec le 1, 2, 3 Smart, il m'a estimé le pourcentage de manière assez bonne. On est arrivé à la synchronisation 100% presque au bon moment. Il y avait une toute petite synchro. J'ai fait des cycles à 0% et des synchronisations avec des égalisations. Et j'ai obtenu 298 et 302 ampères-heure utiles. C'est comme ça que le calcule le 1, 2, 3 Smart. Je n'ai pas pu aller plus bas parce que le SS coupait les onduleurs. Donc vous voyez, j'ai eu des performances assez correctes avec une tension de coupure assez tôt. Vous voyez, on est quand même. Il y en a un, c'est 70 à 100 ampères de courant et l'autre 100 à 120 ampères. C'est quand même assez conséquent. Si j'avais poursuivi la décharge, j'aurais peut-être eu 1 ou 2 ampères-heure de plus. Ça, c'est une estimation. Et puis après, moi, on m'a dit qu'il fallait équilibrer davantage. J'avais quand même 1h45 d'équilibrage sur l'un. 40 minutes sur l'autre. Bon, je considère que c'est quand même un petit peu long déjà. Ça pourrait être plusieurs jours, mais ça s'est pas trop mal passé l'équilibrage. J'ai eu un rendement global de 76,2% entre ce que j'ai rentré et ce que j'ai sorti. Donc c'est rendement des onduleurs, chargeurs, régulateurs solaires et des batteries. Donc ça c'est les rendements globaux du système. Hein. Donc c'est correct. Comme je disais sur le 1, 2, 3 Smart, le BMS il calcule un pourcentage utile, c'est la zone verte. Et il y a une petite partie en haut, une petite partie en bas qui ne l'affiche pas. Alors on peut le faire afficher, donc c'est ce que je vais faire après, en modifiant les paramètres. Et en allant chercher plus loin, du coup, en faisant une décharge plus profonde avec le JKBMS et avec des réglages sur le 1, 2, 3 Smart un peu plus profond, j'ai obtenu 313 ampères-heure, ou 315 ampères-heure à peu près. Sur plusieurs décharges, j'étais à peu près dans cette eau-là. C'est pas 320, c'est pas 330. Ça a coupé à 2,5 volts et j'étais à 315 ampères-heure. Voilà, donc en faisant des cycles avec des égalisations qui des fois durent un petit peu longtemps, parce que là il n'y a pas d'égaliseur actif, en essayant de travailler au corps le JKBMS, comme je vous dis, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'ai quand même eu des périodes, vous voyez, de 3 heures d'équilibrage, parfois un peu plus. On a des écarts conséquents entre les cellules à chaque fois qu'on fait une décharge à 2,5 volts. Au moment de la recharge, on se rend compte qu'il y en a une qui monte très très haut pendant que les autres sont à 3,47. Donc il y a quand même pas une grande homogénéité dans les cellules. Là, ce qu'on voit, c'est que j'étais en train de bidouiller un peu avec le JKBMS, que j'arrivais pas à arrêter la charge, à la relancer. Après, il a fallu que je coupe le courant pour rajouter le 1, 2, 3 Smart et refaire des paramétrages, des synchronisations. Et donc après, j'ai poursuivi l'e-test, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Ce sera le comparatif des différents contrôleurs batterie et BMS pour voir lequel indique le mieux le pourcentage et voir si on peut faire confiance à l'un ou à l'autre. Bon, je suis sur la fin des tests de ces cellules des jeans. Elles fonctionnent, hein, elles ont la capacité, elles débordent pas. On n'est pas sur plus 10%, plus 5%. Moi, j'ai pas atteint les 316. J'ai dépassé les 314. Mais à chaque fois que j'ai fait une décharge profonde comme ça, il y avait toujours une des cellules qui avait du mal à se charger jusqu'au bout. Je dirais qu'il y a une des cellules qui morfle un peu. C'est le petit canard hein, qui se décharge le plus vite. Il y a toujours ce petit décalage qui devrait même pas être là, parce qu'en fait si toutes les cellules sont chargées en même temps, elles devraient toutes arriver en même temps au même endroit. Donc dès qu'il y a une décharge profonde, il n'y a plus d'équilibrage. Donc en fait si on veut équilibrer par le bas, il faudrait toutes les décharger à 2,5 volts, donc il faudrait quelque chose qui permet de transférer, un autre équilibreur. Et c'est pas toujours possible avec des centaines d'ampères de consommation ou des dizaines d'ampères. Il vaut mieux équilibrer en tension haute, c'est ce qui est le plus courant et c'est là où il y a le plus de matériel de disponible dans les outils qu'on a à notre disposition. En tout cas, elles fonctionnent, elles sont pas trop chères. J'ai effectivement le problème du transport, du logo lithium,
par rapport aux EVE, je les trouve un petit peu moins finis. Niveau fabrication, un petit peu moins. Il y a des petites choses en moins, il y a un suivi en moins, il y a quelque chose qui est un peu moins propre. J'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison en fait. Donc je dirais qu'en général, quand on achète ce genre de batterie, on se met des marges de sécurité. L'idée, c'est pas d'aller chercher la capacité maximale à chaque fois. Pour l'instant, moi, sur les batteries F, j'ai pas eu de soucis, même sur, je dirais pas le long terme, parce que j'ai pas eu de long terme, les mois ou l'année que j'ai fait en test. Sur celle-là, je verrai. Pour le moment, effectivement, il y a un petit déséquilibre. Il y en avait un sur les F aussi. Ça me paraît logique parce qu'elles peuvent pas toutes être identiques. À suivre, en fait, à suivre. Pour le moment, effectivement, elles font la capacité qui est dessus. C'est ce qu'on leur demande. On leur demande de ne pas faire 200 ampères-heure alors que c'est marqué 314. Voilà, c'est ce qu'on leur demande. Je trouve quand même qu'il y a des batteries qui chauffent plus que d'autres en termes de résistance interne. J'ai eu des batteries un peu plus chaudes. Ça commence à monter en température quand on est dans un caisson comme ça. On voit bien que sur les notices techniques, petit à petit, le courant de charge et de décharge conseillé, il baisse. Évidemment, quand on augmente la densité d'une batterie, c'est-à-dire quantité d'énergie par rapport à un volume ou une masse, eh ben, on va augmenter l'échauffement, on va augmenter le courant par rapport à un élément qui n'a pas la possibilité de plus dissiper la chaleur. On va concentrer quelque part, donc il va falloir baisser les performances. On ne peut pas augmenter les performances à l'infini comme ça. C'est pas possible. Donc ça s'adapte un peu. Ça s'adapte. On va voir petit à petit aussi s'adapter le nombre de cycles. Parce que je vois que il y a même des endroits où ils annoncent des cycles avec des conditions spécifiques. C'est toujours une manière de regarder la chose, si vous voulez. Si on met des barrières de protection, des bornes, et qu'on reste dans le noyau dur des performances de la batterie, tout se passera bien, évidemment. Si on veut aller chercher les performances extrêmes, pour l'automobile notamment, là on aura des surprises forcément. Donc non, elles ont l'air bien. Je ne connais pas leur chimie interne, leur façon de fabriquer, est-ce qu'il y a des risques, est-ce que c'est bien fait. Ça malheureusement on le saura que s'il y a une étude approfondie et un suivi sur les accidents ou les problèmes. Mais bon, s'il n'y a déjà pas de suivi pour le recyclage des batteries et pour les douanes, à part le ressenti client, étant donné qu'il multiplie le nombre de vendeurs, le nombre de marques, le nombre de fabricants, enfin, le suivi va être difficile. Si vous voulez, si vous prenez Pilontech par exemple, qui a pendant longtemps dominé le game, on peut avoir une référence. Vous voyez, parce qu'ils envahissaient un peu, si on prend Victron, si on prend d'autres. On peut avoir des références, on peut avoir des statistiques. Et là, si aujourd'hui vous achetez TZ, demain vous achetez Soec, qui est même la même chose, hein. Vous achetez, je sais pas quel genre, Power quelque chose, ça changera, rideau d'or, et à chaque fois on n'aura pas de suivi derrière, donc on ne saura pas. Tout ce qu'on pourra avoir, c'est dans plusieurs décennies, s'il y a un organisme indépendant qui se met à recenser les pannes et les problèmes, un peu comme les panneaux solaires qui ont des problèmes. Il y a plein de fabricants qui ont mis la clé sous la porte. Eh bien, à moins d'avoir une association ou un organisme qui vérifie, qui classifie tout ce qui s'est passé, que ce soit des incendies, des ruptures, des panneaux cassés, des fêlures, des machins, on n'a pas de suivi, on ne sait pas. C'est pas évident, hein. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que la capacité est bonne. Et après, il faut prendre les règles de sécurité qui vont avec, parce que c'est pas le fabricant qui va s'engager sur le reste, hein. Donc le prix est pas cher, la capacité est bonne. C'est ce que je peux dire.